suis très heureuse d'en parler avec vous parce que je crois que c'est un sujet d'abord qui mérite d'être connu, qui mérite d'être éclairé parce qu'il y a beaucoup de bon dans cette question du genre, mais aussi des excès. Et je pense qu'ensuite, effectivement, ce sera l'occasion de pouvoir en parler entre nous. Alors, je m'en tiens pour l'instant à la commande de Daniel. Qu'est-ce que c'est que notre identité sexuelle et qu'est-ce que c'est que le genre dans cette question de l'identité sexuelle? La question exacte, c'est notre identité sexuelle se construirait-elle? Est-elle déterminée par la nature? Est-elle imposée par la société et la culture? Est-elle dépendante du désir de chacun? C'est ce que Daniel vient de vous dire. Comment se construit notre identité de sujet humain est une question anthropologique fondamentale. Qu'est-ce qui fonde notre identité? Comment se développe-t-elle et à partir de quoi? Quelle est la place et le rôle de l'autre dans cette construction de notre identité? Ce ne sont pas des questions théoriques, mais des questions qui déterminent notre façon d'être au monde, d'y établir des relations et de les structurer à chaque génération. Dans notre vie, la sexualité tient un rôle de premier plan. Mais comment? Sommes-nous déterminés par notre sexe biologique dès la naissance? Avons-nous le choix de décider de ce que sera notre sexualité? Entre déterminisme et choix personnel, l'enjeu du débat se situe là. Qu'est-ce que le genre? Parce que je crois qu'il faut déjà définir le genre pour pouvoir en parler et avoir des idées plus claires. Le genre est un terme qui désigne la sexualité d'un individu défini comme construction sociale. Le genre est un terme qui désigne la sexualité d'un individu défini comme construction sociale. C'est un mot neutre pour désigner qu'il n'y a pas de différence entre les individus en dehors de la différence liée au sexe biologique. Les termes masculin et féminin correspondent à des rôles sociaux. Les termes masculin et féminin correspondent à des rôles sociaux. On est avec un sexe, mais ce sexe n'a pas d'importance dans notre devenir. Ce qui compte, c'est ce que la société nous apprend à en faire. On dit donc le genre masculin ou le genre féminin. Les études de genre sont donc les études des rapports sociaux entre les sexes et la manière dont chacun se trouve amené à se définir socialement dans un genre, en conformité ou en rupture avec son entourage. Le genre est donc, le mot genre, strictement compris, c'est la construction sociale que nous définissons à partir de notre choix personnel. On retrouve donc là le titre de cette conférence. Notre identité sexuelle est-elle définie par la nature ou est-elle imposée par la culture ou la société? Quelle est la part de déterminisme, de liberté ou d'aliénation dans notre identité sexuelle? Quels sont nos fondements anthropologiques irréductibles? Pour comprendre comment la société en est arrivée à se poser de questions de façon aussi radicale sur la construction de notre identité sexuelle, il faut resituer cette question du genre dans l'évolution du féminisme depuis la dernière guerre mondiale. À ce moment-là, la place traditionnelle des femmes dans la société évolue. L'égalité entre les hommes et les femmes, ce qu'on appelle la parité homme-femme, va progressivement se mettre en place et devenir un facteur déterminant dans l'évolution de la société. 1946, c'est le droit de vote donné aux femmes. 1950, c'est le droit pour elles d'avoir un chéquier personnel à leur nom et d'accéder à leur autonomie financière. L'accès progressif, c'est récent, l'accès progressif aux diplômes, même les plus prestigieux, vont leur permettre leur insertion dans la vie professionnelle. À cela participe un élément majeur favorisant leur autonomie, c'est la découverte de la contraception qui va leur donner la responsabilité de leur corps et de leur fécondité. Toutes ces avancées qui concernent directement la place, vous m'entendez? Qui concernent directement la place et la dignité des femmes sont bonnes et utiles. Elles concourent à l'égalité homme-femme sans que la différence des sexes soit remise en question comme donnée de base structurante. L'identité dans la différence sexuelle. C'est Simone de Beauvoir
qui va lancer le débat. On va essayer avec l'autre, comme ça. C'est Simone de Beauvoir qui va lancer le débat avec sa phrase devenue emblématique des mouvements de revendication qui vont suivre. On ne naît pas femme, on le devient, en 1950. Elle entendait par là que devenir femme était essentiellement le résultat d'une éducation basée sur une oppression sociale à l'égard des femmes, vivant à les laisser infantiles et dépendantes des hommes. La société était organisée sur ce plan pour maintenir les femmes dans des positions de soumission qui permettaient aux hommes de conserver des positions machistes et surtout d'assurer leur mainmise sur la fécondité et la filiation. À partir de là, à partir de cette question du genre abordée par Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et la femme est assignée à un rôle dans la société que les hommes lui imposent, pour maîtriser la fécondité et la filiation, à partir de ce moment-là, la place de l'enfant comme fruit de l'amour d'un homme et d'une femme unis dans le respect mutuel et la communion de vie, est remplacée par une conception de l'enfant, otage d'une oppression des hommes sur les femmes, dans la lignée de pensée marxiste, où les relations hommes-femmes sont le premier lieu de la lutte des classes. C'est une position qui, à l'époque, n'était pas dénuée de fondement, et qui était un courant d'opinion certes provoquant, mais en partie justifié. À dire vrai, les années 70-90 qui ont suivi ont été une époque heureuse de la vie des couples, pendant lesquelles égalité et réciprocité étaient deux fondements de la vie conjugale. Il y a eu un âge d'or de la vie des couples, c'était l'égalité entre hommes et femmes, la réciprocité. Il y a toujours eu des crises dans les couples, mais c'était quelque chose où les couples avaient un type de relation très basé sur l'égalité et la réciprocité qui était heureux. À partir des années 90, on rentre dans une autre dimension de la question du genre. Vous comprenez bien que la question du genre, elle apparaît après la guerre dans l'égalité homme-femme, hein, mais surtout, elle apparaît avec Simone de Beauvoir dans les années 50, qui est le genre qu'on va définir à partir de son sexe de naissance, hein, le sexe de naissance n'est pas remis en question, à partir de son sexe de naissance dépend en grande partie de l'oppression sociale, et il faut se libérer de cette oppression sociale. C'est la question du genre, hein, c'est la question du féminisme de parité, c'est la question de l'égalité. À partir des années 90, on rentre dans une autre dimension de la question du genre, celle de l'équivalence entre les sexes. Les revendications se sont déplacées de l'égalité entre les sexes à l'équivalence, sans différence spécifique de nature entre les hommes et les femmes. Dans cette évolution de la pensée féministe, les distinctions sont les conséquences des poids culturels. Notre sexe de naissance est sans influence déterminante sur ce que nous devenons. Les hommes et les femmes ne sont plus seulement égaux, mais équivalents les uns aux autres. Les femmes doivent s'affranchir de l'aliénation dans laquelle elles étaient enfermées depuis la nuit des temps. Leur identité sexuelle doit revenir le résultat d'un choix personnel en fonction de leur goût et de leurs préférences. C'est chacune qui décide de la manière dont elle va vivre son identité sexuelle. En 1995, avec Judith Butler, un nouveau pas est franchi. L'identité sexuelle est entièrement une construction sociale. Être homme ou être femme, c'est sortir de ce carcan et se définir soi-même. On rentre là dans ce qui a été appelé l'autofondation ou l'autodétermination de soi. Être homme ou être femme, c'est se choisir un rôle masculin ou un rôle féminin. Ce n'est plus l'équivalence entre les hommes et les femmes qui est revendiquée, mais pour chaque individu, la libre détermination de son genre en fonction de l'orientation sexuelle qu'il se choisit, et cela quel que soit son sexe de naissance. C'est clair ou pas? Vous voulez que je le redise? C'est très intéressant de voir les photos de Judith Butler,
qui est la grande prêtresse de cette théorie du genre. Vous voyez bien comment on passe de la question du genre, qui est une question où se pose effectivement comment se définit, comment une femme va se définir dans la société, va prendre en charge son rôle masculin à partir de son sexe de naissance, et comment un homme va prendre son rôle masculin à partir de son sexe de naissance. Là, on rentre dans une théorie, d'une certaine manière, la théorie du genre, où le sexe de naissance n'a pas plus d'importance que la couleur des cheveux ou la longueur de ses pieds. C'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on va déterminer pour soi-même. Et d'ailleurs, il y a des photos très intéressantes qui sont parues, où on voit une première photo, c'est sur Judith Butler, on voit une première photo d'elle, on voit une première photo qui est une ravissante gitane avec les cheveux longs et bouclés, des grandes créoles, l'icône de la féminité, une jeune femme ravissante, l'icône de la féminité. Bon, on tourne la page et on voit un jeune homme aux traits fins avec un chapeau de forme, un smoking appuyé au bras d'une jolie fille. Ce jeune homme, c'est également Judith Butler. Et elle dit, les deux sont moi. Et c'est à moi de choisir ce que je veux être ou de passer de l'un à l'autre. C'est à chacun de choisir son identité sexuelle, son orientation sexuelle, ses pratiques sexuelles, les unes et les autres pouvant varier avec les partenaires du moment et les moments de la vie. Ce n'est plus seulement entre les hommes et les femmes que la distinction est abolie, mais également entre les orientations sexuelles. Homosexualité ou hétérosexualité sont résultats de choix personnels avec possibilité de passage de l'un à l'autre en fonction du désir du moment, de l'âge de la vie, des rencontres, de ce qui convient le mieux. Il n'y a pas plus de différence entre les hommes et les femmes qu'entre les sexualités. La revendication porte sur le droit de se choisir soi-même. Vous voyez comment c'est vraiment une évolution qui a porté sur 50 ans. Avec, là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est l'évolution dans ses aspects extrêmes. Mais on voit bien comment ça se passe. On part d'une égalité justifiée entre les hommes et les femmes. On va ensuite à égalité dans la différence, puis équivalence, puis finalement équivalence entre hommes et femmes et équivalence entre les orientations sexuelles. Et finalement équivalence entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Compte tenu du fait que le présupposé de base dans la théorie du genre, c'est que le sexe de naissance n'a aucune importance. À l'extrême, c'est la théorie queer, dont vous avez tous entendu parler. Le masculin, le féminin, être homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, travesti, transsexuel sont équivalents. Ces différentes identités sexuelles n'ont pas de valeur spécifique. Elles sont le résultat d'une autodétermination de soi sur laquelle la société n'a pas son mot à dire. Elles sont modifiables à volonté. Les places sexuelles sont interchangeables. Et si je vous dis tout ça, d'abord c'est intéressant à connaître dans l'évolution pour savoir ce que ça représente réellement, mais surtout parce que dans ces excès, ce n'est pas quelque chose qui est suivi, mais dans l'évolution des mentalités, et j'y reviendrai tout à l'heure, vous verrez que c'est quelque chose qui infiltre au fond les rapports hommes-femmes et que les relations hommes-femmes sont modifiées en profondeur par ces questions de société. Au départ, pour Judith Butler, et pour celles qui ont été avec elle, le but explicite était de déconstruire les normes sociales, ça vous l'avez compris, ces normes sociales étant facteurs d'oppression des minorités sexuelles, et c'était de déconstruire les normes sociales, les facteurs d'oppression des minorités sexuelles et les lieux d'asservissement que sont le mariage, la maternité et la famille. Ça, c'est explicitement dit dès le début. Et si vous vous intéressez à la théorie du genre et à cette déconstruction de la famille, il y a effectivement un soubassement marxiste qui est que les femmes sont des outils de productivité qu'il faut libérer des tâches de maternité et des tâches ménagères. Ça a été peu repris, mais au départ, il y avait tout ça.
Aujourd'hui, on assiste à un mouvement de recul par rapport à cette position excessive. Judith Butler, dans un premier temps, affirmait, vous l'avez compris, tout est langage, à savoir tout est culture, tout est conséquence de la détermination, enfin du poids culturel. Et aujourd'hui, elle est quand même revenue en arrière parce qu'elle dit « j'ai surestimé la place du langage et j'ai sous-estimé la place du corps sexuel, du corps sexué dans la vie d'un individu. Aujourd'hui, elle dit « tout passe par le langage ». Ce qui n'est pas du tout pareil, parce que tout est langage ou tout passe par le langage et j'ai sous-estimé la place du corps sexué. On voit bien comment finalement elle redécouvre progressivement le côté, ce qui est de l'ordre de la nature. Ça ne se dit pas comme ça, mais c'est ça. Ces différentes évolutions de la question du genre nous amènent à nous reposer la question de ce qui fonde notre identité. C'était là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui fonde notre identité? Sommes-nous déterminés par la nature? La culture est-elle omniprésente dans la manière dont se forge notre identité? Quelle est comment considérer cette question de l'autofondation de soi? C'est quand même des questions très intéressantes, surtout qu'on pourra peut-être y revenir, mais dans les logiques des nouvelles générations, où la question du développement personnel et du choix électif de sa vie et de ceux qui vous entourent il se la pose avec insistance, ce sont des vraies questions. Jusqu'à présent, les trois différences structurantes de l'humanité, ce qu'on appelait les différences irréductibles, étaient en premier lieu la différence des individualités, ce qu'on appelle les différences fondatrices de l'humanité. Il y avait trois différences que vous connaissez probablement. En premier lieu, c'est la différence des individualités. Nous sommes tous uniques, et à ce titre-là, nous ne sommes pas interchangeables. C'est ce qui fonde l'absolue dignité de chacun, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, nous sommes, à partir du moment où nous sommes différents les uns des autres, il y a une absolue dignité de chacun, quel qu'il soit. C'est la différence des individualités. La seconde différence structurante de l'humanité, c'est la différence des sexes, qui a toujours été considérée comme la voie privilégiée d'altérité. Cette différence est tellement fondamentale que Freud, puisque je suis psychanalyste, Freud considérait qu'il n'avait rien compris au continent noir de la féminité. Et de même, les femmes ne comprennent rien au continent noir de la masculinité. Hommes et femmes ne peuvent que s'écouter l'un l'autre dans un authentique respect pour se connaître, s'aimer ou s'accepter. Leur différence est radicale parce qu'elle ne peut pas être comprise en se référant au semblable à soi, en particulier au niveau du vécu du corps. La différence des sexes importe pour l'altérité. D'abord, il y a l'altérité sexuelle sans laquelle il n'y a pas de procréation. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, mais même sur le plan psychique, hommes et femmes, nous ne pouvons pas nous connaître complètement. Il y a un irréductible de l'autre que nous ne pouvons pas franchir. Un homme ne saura jamais ce que c'est qu'une femme ne saura jamais ce que c'est qu'un homme, ne serait-ce qu'au niveau du vécu du corps. Ce à quoi il y a eu des discussions très, très intéressantes et qui continuent à être très intéressantes à ce niveau-là dans la société, sur cette question de l'altérité, en particulier chez les psychanalystes. Certains disent, mais enfin, cette différence irréductible qui mène à l'altérité, c'est-à-dire à accepter l'autre comme toujours un peu étranger à soi et en tant que tel à respecter dans sa différence, dans son étrangeté même, je dirais, elle existe dans cette différence des individualités. D'autres disent, non, cette différence radicale existe au maximum dans la différence des sexes. Bon, ensuite, la troisième différence des individualités, différence des sexes. La troisième différence, c'est la différence des générations, qui fonde l'interdit de l'inceste.
Donc ces trois différences-là sont considérées comme structurantes de notre humanité. Ce que réclament donc les partisans de la théorie du genre, c'est la suppression de ce verrou, je dirais, que constitue la différence des sexes, considérée jusqu'à présent comme le garant d'une structuration fondatrice de notre humanité. Donc ça, c'était le premier point qui était qu'est-ce qui fonde notre identité? Les trois différences structurantes de l'humanité continuent-elles à être pertinentes ou pas? En particulier la différence des sexes. Le second point, c'est la question de la place de l'autre dans la construction de notre identité et dans notre vie amoureuse et relationnelle. Il est impossible d'accepter ou d'admettre que l'autre soit considéré comme un ustensile à disposition pour permettre à chacun de découvrir ce qui lui convient le mieux dans cette quête auto-érotique de soi-même. Je m'explique. L'autre est interlocuteur, compagnon, mais jamais réduit à une fonction. L'autre n'est jamais un ustensile dans la relation sexuelle. Il est toujours dans un dialogue d'amour dans lequel la relation sexuelle participe à ce dialogue. Il a pourtant été dit, dans la théorie du genre, que l'orientation sexuelle ne se décidait qu'après essais et erreurs de pratiques sexuelles diverses qui permettaient de décider ce qui procurait le plus de plaisir. Ça a été dit encore il n'y a pas si longtemps sur des sites, sur certains sites. C'est-à-dire que les dimensions d'amour, de rencontre et de dialogue qui font la grandeur des relations sexuelles sont complètement absentes de cette conception. Ça, c'est inacceptable pour nous. L'autre n'est jamais un ustensile à essayer pour savoir ce qui va nous faire le plus plaisir dans l'homosexualité ou dans l'hétérosexualité. Je vous dis que cette revendication peut être satisfaite parce que c'est tout à leur honneur de vouloir avoir un engagement stable, durable, fidèle avec un compagnon ou une compagne, et que ce n'est pas le même sujet, je dirais, que le mariage, avec tout ce que ça comporte comme complication de savoir ce qu'est le mariage. On y reviendra tout à l'heure, par rapport à la transmission de la vie et la filiation. Mais vous comprenez bien mon propos, c'est que par rapport aux excès que peuvent en dire certains, il faut entendre que la grande majorité des personnes homosexuelles demandent un lien stable entre eux, qui est garante de quelque chose de structuré, de stable et de durable. Troisième point, et donc là, c'est quelque chose où la question de la place de l'autre est prise, nous avons à la prendre en considération. Troisième point, la question du désir dans la détermination de notre identité est aussi un point intéressant à aborder. Nous sommes des êtres de relation. Nous nous développons dans, avec et par la relation, mais nous sommes aussi des êtres, et surtout des êtres de désir. C'est notre désir toujours actif et vivant qui nous fait vivre et avancer, être autonome, rebondir après les difficultés et les échecs, continuer à aimer. Il n'y a pas de vie sans crise, et nous dépassons les crises avec les autres, et puis grâce à ce désir de vivre et d'aimer qui nous tient en permanence. Chacun de nous est habité en permanence par des désirs multiples qui progressivement s'unifient sous le primat de l'exigence intérieure d'être plus en plus sujet de sa vie. Nous avons cette exigence intérieure d'être responsable de ce que nous faisons de notre vie, de donner à notre vie un sens personnel en accord avec qui nous sommes. Est-ce pour autant que nous pouvons être complètement libres dans ce choix de notre identité et du sens que nous donnons à notre vie? Nous sommes probablement déterminés par notre sexe de naissance et par l'importance de notre corps sexué qui prendra toute son importance au moment de la puberté. Mais même si ce fait est récusé, nous héritons à notre naissance de ce que les psys appellent les signifiants énigmatiques, c'est-à-dire ce dont nous sommes issus, à quoi nous n'aurons jamais accès et qui pourtant nous constitue.
Ce que je veux dire, c'est que ce qui a construit nos parents et les a amenés à cette rencontre décisive pour nous, puisque nous en sommes issus, les circonstances de notre conception, de la grossesse de notre naissance, resteront toujours de l'ordre de l'inconnu à accepter et qui pourtant nous constitue. Dès notre naissance, nous sommes déterminés non pas par l'oppression sociale, mais parce que nous sommes issus des générations précédentes qui nous transmettent à leur insu, de façon inconsciente, qui ils sont et ce qui les fait vivre. Donc il ne s'agit pas, ce que je veux dire, c'est que l'autodétermination de soi, l'autofondation de soi, ne peut pas être un acte de liberté, c'est impossible. Nous sommes forcément déterminés, à mon sens, par notre sexe de naissance, mais même si ça c'est récusé, par tout ce dont nous héritons et que nos parents nous transmettent à leur insu. La manière même dont nous avons été bercés, langés, pris dans les bras, dont nous avons été considérés, dont on nous a mis à notre place dans une famille, dans une génération, dans une transmission. Ce sont des choses qui nous constituent, qui font notre différence irréductible aussi, et qui orientent forcément notre identité, la manière dont nous nous construirons ensemble. De manière un peu radicale, nous pouvons dire que nous sommes libres dans la mesure où nous acceptons ce qui nous détermine ou nous limite. Le concept d'autodétermination de soi ou d'autofondation fait l'impasse sur les impondérables de notre vie. Comme le disait Denis Vasse, nous ne sommes pas responsables de ce dont nous héritons, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. À notre charge donc de faire évoluer cet héritage, mais sans pour autant vouloir nier les limites qui font partie de ce qui nous constitue. De plus, cette notion d'autodétermination de soi, d'autodétermination de soi, ou de choix revendiqué de son identité sexuelle, ne permet pas de donner leur vraie place à ceux qui se découvrent homosexuels et pour qui ce peut être une authentique souffrance à se découvrir différent. La découverte à l'adolescence de son homosexualité comme orientation sexuelle irréductible peut engendrer un tel désarroi ou même un tel désespoir que toutes les études confirment qu'il y a un taux de tentative de suicide nettement plus important chez ces jeunes-là. Il y a nécessité à accompagner ces jeunes et à les respecter. Je pense que dire que tout est choix, c'est faire l'impasse sur ce que peut être la souffrance d'un jeune qui se découvre dans une sexualité différente de celle de ses copains. Et je dois dire qu'il y a un reportage à la télévision qui m'a beaucoup émue, qui était un reportage d'Yves Saint-Laurent, dont on montrait en particulier certains tableaux, certaines peintures, certaines robes. C'était une rétrospective sur le grand artiste qu'il a été. C'était vraiment remarquable. Et à un moment donné, la journaliste lui a posé la question sur son enfance et son adolescence. Et à ce moment-là, il a eu des mots très, très poignants en disant que personne n'avait jamais eu aucune idée de la souffrance que ça avait été pour lui de se découvrir vers 12-13 ans, mais vraiment attiré par les garçons et pas du tout pour les filles, qu'il avait caché ça parce que c'était inacceptable dans le milieu et dans la société où il vivait, et qu'il avait pensé plusieurs fois à se suicider. Moi, je trouve que vraiment, ça, ce sont des choses qui ne sont plus acceptables actuellement dans une société, cette espèce d'exclusion ou de tabou dans lequel on peut mettre des jeunes qui sont complètement désorientés par ce qui leur arrive. Donc, tout faire peser le choix de la libre décision, c'est aussi passer à côté de quelque chose qui peut être beaucoup plus compliqué pour eux. Alors, j'en viens à un autre point dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelle peut être l'importance de la question du genre dans nos mentalités et pour les jeunes générations? Quelle que soit la valeur de fond des nouveaux concepts qui apparaissent dans la société et qui la travaillent en profondeur, après un temps d'évolution souterraine à bas bruit, ils ont une influence choc sur les mentalités et prennent ensuite progressivement une place plus relative dans cet ensemble dynamique que constitue la société. C'est quelque chose qui me partage. J'ai encore combien de temps?
J'ai été particulièrement frappée de ça, et ça m'a particulièrement sauté aux yeux à propos des mères porteuses. Quand j'étais jeune psychanalyste, j'étais aux entretiens de Bichat, et il y a eu une communication devant un amphithéâtre plein d'un gynécologue italien qui a annoncé comme ça, tout fréquemment, il n'y a pas d'autre mot, qui venait de réussir la première mère porteuse. Il s'est fait mais huer. L'amphithéâtre était vraiment en furie. Il s'est fait huer, il y a eu des questions, en particulier la question de qu'est-ce que deviennent ces jeunes femmes. Et il a répondu de cette manière superbe, entre guillemets. Il a dit, mais ce sont des jeunes femmes infantiles, quand on leur enlève leur bébé, c'est comme si on leur enlevait un objet précieux, il faut leur donner quelque chose en échange, il faut soit leur faire un cadeau, soit les payer un peu. Mais la salle était indignée. Hein. Et puis, ça a fait, je me rappelle de cette espèce de chahut, de charivari, d'insultes, etc. Il a dit, mais vous savez, on n'empêchera jamais un chercheur de chercher. Et puis, on n'en a plus entendu parler pendant 50 ans. Oui, enfin, sauf qu'il y a 10 ans, un peu moins, parce que je me rappelle, j'étais tout juste à la conférence des évêques, Libération a fait un gros titre disant « Les mères porteuses sont là ». C'est-à-dire que pendant 30 ou 40 ans, la question des mères porteuses a été complètement oubliée par la société, a évolué à bas bruit pour finalement arriver, et personne n'était préparé à pouvoir en discuter du bien fondé, sauf que les choses étaient quasiment enclenchées. Et je pense que pour cette théorie du genre, au fond, cette question du genre, c'est quelque chose qui évolue depuis très longtemps. Depuis les années 45, depuis le féminisme, le féminisme de parité, et puis finalement ce besoin d'équivalence, etc. Et que tout à coup nous découvrons quelque chose, mais qui est là dans la société depuis très longtemps. Et quand ça apparaît, ça fait choc, ça fait traumatisme, mais c'est quelque chose qui progressivement se travaille comme nous le faisons en ce moment, parce que finalement les choses ont en quelques mois beaucoup évolué dans notre conception de la manière dont nous pouvons penser les choses, et que nous allons peut-être, la société est toujours, comment ça s'appelle, c'est compliqué une société, nous allons pouvoir faire des propositions ou évoluer de manière satisfaisante pour l'humanité. C'est un vœu. Mais donc, de toute façon, cette question évolue depuis un bon moment et elle a infiltré profondément les mentalités. Et je dois dire que, puisque je me suis beaucoup occupée des familles et de ce qui se passe dans les couples, d'abord pendant toute ma vie professionnelle et ensuite depuis particulièrement 5 ans, pendant que j'étais responsable du département famille à la conférence des évêques, j'ai pu essayer de comprendre ce qui se passait. Dans les relations hommes-femmes, l'influence de l'égalité homme-femme, puis de leur équivalence et enfin de leur possible interchangeabilité est majeure. Les couples jeunes passent leur temps à négocier entre eux ce que fait l'un, ce que fait l'autre, en fonction de leurs emplois du temps, de leurs choix, dans une remise en question permanente de leur rôle traditionnel. Je crois que cette question de, pas simplement le féminisme de parité, mais la question du genre est présente dans la vie quotidienne des couples en permanence. Qui fait quoi, pour quelles raisons, en fonction de quoi, etc. Et qui se fatigue beaucoup à cette espèce de négociation permanente, avec au fond quelque chose qui a sauté par rapport aux repères traditionnels, hein, et où ils n'ont pas encore retrouvé des repères plus adaptés à leur génération, mais qui du coup les obligent à définir en permanence le cadre dans lequel ils vont s'organiser à l'intérieur de leur couple et de leur famille. Hein, quelque chose comme ça. Dans la vie professionnelle, la parité est une obligation légale, qui est bien loin d'être respectée. Surtout pour les catégories les plus démunies ou les plus précaires de la société, en particulier les femmes. Quand vous voyez les sondages, les enquêtes, etc., tout ce que dit le Secours catholique à propos des nouvelles pauvretés, des nouvelles misères, etc., c'est toujours les femmes. Hein. Les femmes, alors prioritairement les femmes âgées,
les jeunes femmes en situation de famille monoparentale, hein, parce que très souvent, surtout celles qui n'ont aucun diplôme, qui acceptent d'être caissières samedi, dimanche et jour de fête parce que personne ne veut de ces créneaux horaires-là et que elles, ça les empêche d'être désocialisées. Enfin, il y a quand même encore dans la société une disparité, une disparité de traitement vis-à-vis des femmes les plus précaires et les plus démunies qui est encore très présente, je crois. Bon, ça c'était une chose, puisque je suis en train de voir l'importance de la question du genre, là où ça travaille, je dirais, là où ça circule, dans les couples, hein, dans les relations hommes-femmes, dans les couples, la question de la précarité des femmes et des femmes démunies et seules est loin d'être résolue. Les personnes homosexuelles sont mieux respectées. Elles demandent actuellement le droit d'avoir un contrat civil qui inscrive leur couple dans la durée. Et c'est vrai que l'engagement amoureux de gré à gré n'est pas suffisant pour construire une vie commune de façon durable et résister aux crises inévitables de la vie de couple. Là, je le dis pour les personnes homosexuelles qui veulent s'engager dans un lien durable, mais je pense qu'on en a fait une expérience très cruelle par rapport à tous ces jeunes couples hétérosexuels qui vivent en union libre, hein, qui se sont engagés vis-à-vis l'un de l'autre et qui se quittent à tout va parce qu'il n'y a pas d'inscription civile de leur engagement. L'engagement de gré à gré est toujours l'occasion d'une grande fragilité dans les couples. Et si vous voulez, on a beaucoup travaillé là-dessus. Finalement, actuellement, parmi les jeunes couples, il y en a à peu près la moitié qui vivent en union libre. Enfin, ils vivent tous, 99%, ils vivent tous ensemble au début de leur rencontre. Disons les choses comme ça. Parmi ces 99% qui vivent ensemble un certain temps, le premier engagement, c'est d'habiter ensemble, quitte à acheter l'appartement, puis d'avoir un enfant, et enfin de se marier. Mais parmi ceux qui vivent en union libre et qui s'installent comme ça, il y en a la moitié qui ne se marieront jamais. Et on est toujours à se préoccuper du nombre de divorces, mais on ne se préoccupe pas plus que ça de ceux qui sont en union libre et qui se séparent de gré à gré parce qu'ils leur engagement tient au gré à gré, et qui, eux, ne résistent pas aux crises. Parce que la vie conjugale est faite de crises. Hein, il n'y a pas de vie conjugale unie comme ça, c'est mythique, mais ça n'existe pas, ou alors c'est très rare. Que tout le monde sait que les crises sont utiles parce que quand elles sont dépassées, elles permettent de grandir et de faire mûrir l'amour qui rapproche un homme et une femme, mais qu'en attendant, quand on est dans la crise, c'est quand même l'apocalypse, c'est quand même apocalyptique quelquefois, et que c'est le moment où on se quitte. Et si on a mis des barrières, des balises, un cadre, etc., c'est plus facile de ne pas se quitter, ou en tout cas il y a des délais, plutôt que de dire, ben, écoute, c'est plus possible, on se quitte comme ça. Et il y a comme ça des moments difficiles dans la vie du couple, qui sont la naissance des enfants, les problèmes professionnels, etc. Tout ça pour dire que on a fait l'expérience dans la vie des jeunes couples que l'engagement de gré à gré n'était pas suffisant pour les aider à vivre ensemble autant qu'il leur est possible. Et que donc il n'y a pas de raison de refuser aux personnes homosexuelles qui veulent s'établir en couple de leur proposer le même engagement civique pour échapper à cette fragilisation que constitue l'engagement de gré à gré. C'est une chose. Donc, vous comprenez bien que je parle toujours pas du mariage pour tous, hein. Je parle de quelque chose qui pourrait être autre, qui serait une union civique et sociale. J'ai laissé délibérément la question du mariage, mais que la revendication d'un engagement civique soit justifiée, c'est ma position, pour les raisons que je viens de dire.
Aujourd'hui, l'accent est mis à juste titre sur la nécessité de veiller au respect absolu de la dignité de chacun. Ça, c'est la base de notre humanité et c'est surtout la base de l'Évangile. C'est vraiment l'absolue dignité de chacun. La manière dont nous nous traitons nous-mêmes et la manière dont nous traitons l'autre doit faire l'objet d'une réelle vigilance. Je ne m'étends pas sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'impératif du développement personnel aujourd'hui, mais c'est vrai que pour nous chrétiens, tu aimeras l'autre comme toi-même ou tu t'aimeras toi-même comme l'autre. Enfin, soi et l'autre sont des impératifs de se traiter bien, je dirais, de se respecter. Le respect de l'autre, le respect de soi et le respect du bien commun ne s'articulent plus tout à fait de la même manière. Ce sont les trois piliers de notre vivre ensemble. Le respect de soi, respect de l'autre, respect du bien commun. Aujourd'hui, ils ne s'articulent plus tout à fait de la même manière qu'autrefois. Autrefois, le prioritaire, c'était le respect du bien commun, puis le respect de l'autre, et enfin le respect de soi, qui était souvent vécu sur le mode du dévouement et du sacrificiel. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est profondément modifié, qui est respect de soi, respect du bien commun, respect de l'autre. Bon, enfin, suivant les époques, ce que je veux vous dire, c'est que ça s'articule différemment. Mais de toute façon, ça a partie liée. Et ça a partie liée où, en permanence, on doit tenir les trois, le respect de soi, le respect de l'autre et le respect du bien commun. Mais le respect du bien commun n'est pas identique à la somme du respect des individualités. C'est d'un autre ordre, le respect du bien commun. Le respect du bien commun, je dirais presque que ça fait partie des transcendants. Ça peut être un transcendant laïque. C'est quelque chose qui nous réunit et en même temps nous dépasse. Dans la question du genre et du mariage qui sont actuelles, la question du respect des personnes n'est pas identique à la question des structures bonnes pour la société. C'est toute la question de définir ce qui relève du bien commun. Pour nous, éducateurs, je passe à une autre... Tout à l'heure, je disais, mais quelle peut être l'importance de la question du genre dans nos mentalités pour les jeunes générations, pour montrer comment cette question du genre nous travaillait en permanence pour certains points, mais on pourrait en trouver bien d'autres. Pour nous, éducateurs, un autre point, pour nous, éducateurs, cette question du genre nous amène à être attentifs à ce que nous proposons aux jeunes. La mixité. La mixité comporte des avantages et des inconvénients pour les jeunes. Je m'étais occupée à un moment donné de faire un travail sur la mixité scolaire en partant du rapport que le Sénat avait fait sur cette question. Alors ce qui ressort, c'est que la mixité scolaire, les jeunes y sont très attachés, ils ne veulent pour rien au monde y renoncer et ils s'en plaignent tout le temps. En particulier dans les années collège, où les garçons paraissent insupportables aux filles et les filles demandent à être entre elles. Et donc, l'éducation nationale et l'enseignement libre sont en train d'évoluer sur ce plan. Ah oui, ils y sont très attachés, ils ne veulent pas y renoncer, mais ils demandent à ce qu'elle soit aménagée. Et ils demandent à ce qu'elle soit aménagée. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il y a telle différence entre les garçons et les filles entre eux, à partir de la puberté, qu'ils ont besoin d'espace où se retrouver entre eux par sexe, ce qui est extraordinaire. Et pour les groupes mixtes, apparaît de plus en plus la nécessité d'avoir des temps de réunion séparés pour les jeunes femmes et pour les jeunes gens, pendant lesquels ils se parlent plus librement. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, qui est la préparation au mariage. Où la préparation au mariage, il y a eu l'époque bénie où on les réunissait ensemble et puis on faisait des préparations au mariage, les couples ensemble. Et on s'est aperçu que finalement il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dites et beaucoup d'interrogations ou d'incertitudes ou d'anxiété ou simplement de curiosité qui n'étaient pas dites parce qu'ils étaient ensemble. Et on considère que maintenant la préparation au mariage est beaucoup plus féconde si on fait des groupes de jeunes femmes et des groupes de jeunes gens qui se parlent entre eux de leurs affaires d'hommes ou de femmes, et après ça en grand groupe. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont jamais abordé ça avec leur futur conjoint ou avec leur future conjointe.
Et après ça, en ayant parlé ensemble, ils peuvent le rapporter dans le grand groupe et établir une communication beaucoup plus authentique sur ce qui les travaille vraiment de l'intérieur, sur ce que sera leur conjugalité plus tard et quel sera leur rôle. C'est très intéressant de voir comment c'est finalement eux-mêmes qui initient la manière dont ils demandent à être reçus séparément. On voit que cette notion d'interchangeabilité, en fait, ne résiste pas à l'expérience. C'est ça, c'est très intéressant. C'est finalement, quand il y a comme ça quelque chose qui émerge comme concept, comme notion, comme revendication, et puis de voir que dans le quotidien, ça résiste absolument. Alors, un point très important, qui est même, à mon avis, essentiel, c'est l'éducation relationnelle, sexuelle et affective des jeunes, qui est d'une importance essentielle, et cela dès le plus jeune âge. Cette éducation sexuelle et affective, on a rajouté relationnelle, parce que quand on dit sexuel et affectif, on inclut le relationnel. C'est mieux de le dire. Demande des adultes formés, ayant des capacités de discernement pour juger de la gradualité de ce qui va être proposé aux jeunes. On ne propose pas à des jeunes de troisième ce qu'on peut proposer à des secondes ou à des terminales. Ah bah bien sûr. Voir. Les associations familiales, et en particulier les AFC, sont très vigilantes sur cette question, puisque vous savez que les AFC viennent de gagner un conseil d'appel sur cette question de qui forme les jeunes à l'éducation sexuelle et affective, et en particulier à la lutte contre l'homophobie. C'est-à-dire que, en fait, le débat prend sa vraie mesure dans les années lycée, et comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de moraliser, de dramatiser ou de banaliser, mais de former le jugement sur ce qui est bon pour l'unité de la personne tout entière, corps et esprit. Parce que c'est quelque chose qui me paraît très important, c'est que tout le monde sait maintenant qu'ils ont des relations sexuelles très tôt. On dit vers 17 ans. Mais en fait, c'est bien avant. Ils restent longtemps ensemble, ils rompent, etc. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est la manière dont ils se mettent en couple, les baby lovers, dont ils restent ensemble, est un sujet qui vraiment demande à être approfondi. Et on s'appelle, enfin moi dans ma pratique professionnelle et ce que j'ai pu en entendre, c'est que c'est un âge où leur corps est un outil à disposition. D'abord c'est proche des câlins, puis c'est un âge où le corps est un outil à disposition. Il ne fait pas encore partie de cette unité corps et esprit vers laquelle on tend plus tard, hein, dans ce que c'est que l'unité de la personne. Et que l'éducation sexuelle et affective est certainement un lieu important et utile où on peut leur faire saisir qu'on n'engage pas son corps comme ça sans que ça ait des conséquences sur l'unité, leur unité, leur vie psychique, leur unité ultérieure, etc. Parce que c'est quelque chose qui, après ça, ils vont retrouver dans leur vie de couple et qu'il faudra qu'ils unifient. Donc, il y a un autre point, et je terminerai là-dessus, c'est que, en fait, ce sont les éducateurs qui, d'abord, peuvent intervenir en amont, comme je viens de le dire, pour les éduquer. C'est vraiment une éducation. Mais surtout, ce sont eux qui peuvent témoigner que le masculin et le féminin sont certes dépendants dans leur développement et leur expression des sollicitations du milieu extérieur, mais que l'émergence féminine, que l'émergence du masculin traduit deux manières différentes d'être au monde qui ne sont pas uniquement liées aux normes et aux contraintes éducatives. Les éducateurs, ils y sont constamment confrontés à cette émergence de la féminité, à cette émergence du masculin, à cette spécificité de l'un et l'autre sexe. Il n'en reste pas moins vrai que le genre, avec ses excès,
est né à partir de la question des minorités injustement traitées, ce qui pour des chrétiens constitue toujours une alerte et une nécessité. Je vous remercie.